Je vais commencer à répondre et Marc complétera parce que c'est son domaine. Moi, le vécu que j'en ai, c'est que les agricultures du monde sont extrêmement différenciées. La productivité du sol est différente, la taille des exploitations est très différente, la mécanisation est très différente. Et si on met en concurrence des agricultures qui ont tous les avantages comparatifs avec d'autres agricultures qui sont plus fragiles, qui n'ont pas ces avantages, eh bien, aucune ou très peu d'agricultures peuvent subsister. Elles sont toutes éliminées par les plus productives. Par exemple, si le prix du lait mondial dans tous les pays est basé sur le coût de production de la Nouvelle-Zélande, qui a des très grands élevages de vaches à lait, avec de l'herbe presque toute l'année, ben ça élimine 95% des éleveurs de lait de la planète. Donc, l'agriculture a besoin d'un minimum de protectionnisme. Il y a des aléas climatiques, il y a des aléas économiques. On a besoin d'un minimum de protection. D'ailleurs, la Chine continue à se protéger, le Japon, etc. Tous les grands pays ont des politiques agricoles qui protègent. Donc, en France, en Europe, pour vendre nos Airbus, etc., on a accepté que les produits agricoles venant des grands pays exportateurs puissent rentrer, en diminuant progressivement les taxes. Et donc, les aides qui étaient des aides au prix sont devenues des aides indirectes. Les prix, par exemple, de nos céréales, de notre lait, sont ceux du marché mondial, et en compensation, on reçoit des aides à l'hectare, à la vache, etc. Je pense qu'aucune agriculture du monde ne peut subsister sans un minimum d'aide. Mais pas des aides sous cette forme. Il faut un protectionnisme raisonné. Là, je vais laisser la parole à Marc parce que c'est son domaine. Alors, je vais vous infliger un petit cours d'économie agricole comme je vous ai infligé un petit cours d'agroécologie. C'est-à-dire, au risque d'être un peu long. J'ai introduit un cours. Tu as introduit. Alors, juste pour nuancer, je pense qu'on est d'accord, oui, il y a des lieux où des gens parviennent à faire une agriculture rentable. Il est clair que le blé ukrainien, 30 quintaux à l'hectare, 20 000 hectares par ferme, je vais vous dire que le matériel est amorti sur 20 000 hectares, que 30 quintaux, vous mettez quasiment aucun engrais, éventuellement vous détruisez un peu le tchernosium et l'humus, mais ça vous fait le blé le plus compétitif au monde. La Nouvelle-Zélande, puisque ça va être cité pour le lait, s'il n'y a pas d'hiver, si vous n'êtes pas contraint de faire du foin, si vous n'êtes pas contraint de faire de l'ensilage, si vous n'êtes pas contraint de mettre les animaux dans des bâtiments et d'investir dans des bâtiments, vous pouvez produire du lait pas cher, et c'est peut-être ce lait qui abreuvera la Chine de poudre de lait. Et donc là, soyez sans crainte, quand vous êtes le plus compétitif, quand vous avez beaucoup de surface, l'agriculture extensive, ne vous y trompez pas, celle qui joue sur les extensions, elle peut être hautement compétitive. Produire du soja en monoculture sur 40 000 hectares au Brésil, sur des terres conquises sur la forêt amazonienne, soyez tranquilles, les gens qui ont investi leur capital réalisent un taux de profit supérieur à l'immobilier, supérieur au commerce. Après, il reste peut-être les casinos à Miami Beach. Voilà, mais pour comparer le taux de profit. Si vous voulez produire de l'éthanol, la canne à sucre au Brésil, d'ailleurs la dernière exploitation agricole que j'ai vue au Brésil en canne à sucre, c'était 40 000 hectares, ça s'appelait Louis Dreyfus, c'est-à-dire le président du directoire du journal Le Monde. 40 000 hectares pour faire de l'éthanol. Remarquez, un peu plus loin, il y avait une autre exploitation, toujours dans l'état de São Paulo, 40 000 hectares, ça s'appelait Tereos. Tereos est censé être une coopérative défendant les betteraviers, qui ont investi, et remarquez, je connais des céréaliers en Picardie, excuse-moi encore, qui quand ils agrandissent leur exploitation, s'agrandissent en Ukraine. C'est pour ça que je ne suis pas resté en Picardie. Il y a des gens qui ne se trompent pas et qui ont compris que l'agriculture rentable, et celle-là est rentable, c'est celle qui procure aucun emploi, qui remplace la main-d'œuvre par d'immenses machines et est capable, avec la monoculture, tout le contraire de l'agroécologie, dans la simplification outrancière des écosystèmes et leur fragilisation, parvient de produire à grande échelle. Alors maintenant, si la question, elle est, en France, pourra-t-on un jour avoir une poudre de lait compétitive pour exporter vers la Chine, en concurrence avec la Nouvelle-Zélande? La réponse est non. Est-ce qu'un jour, en France, on pourra produire des céréales compétitives avec les céréales ukrainiennes? En tout cas, pas à 90 quintaux.
Si un jour il y a du blé compétitif en France face à la Roumanie, face à l'Ukraine, ce sera des blés à 50 quintaux fertilisés par des luzernes avec le moindre engrais de synthèse possible et pas le recours aux énergies fossiles. Si vous voulez rentabiliser une production laitière en France, faites plutôt du fromage comté. Faites un bon camembert au lait cru. Camembert de Normandie. Je suis de Normandie. Mais faites des produits à haute valeur ajoutée. Bien sûr. Éventuellement, allez-y. De champagne, ça peut être rentable. Les bons produits, vins, spiritueux, foie gras, un certain nombre de produits à très haute valeur ajoutée, dans les pays où il n'y a aucun espoir de rivaliser dans les économies d'échelle, c'est-à-dire la France, pensez un seul instant que la France, en termes monétaires, puisse être compétitive pour sa balance commerciale extérieure, avec des produits à grande échelle, tout venant, pour lesquels on a des concurrents latifundiaires qui font une agriculture extensive et ravageuse, c'est une illusion complète. Si on devait raisonner en termes de compétitivité et de rentabilité de l'agriculture française, c'est l'agriculture des terroirs, c'est l'agriculture des bons produits, c'est l'agriculture à très haute valeur ajoutée, les productions fermières, les transformations fermières, les petites fruitières du comté, c'est ça l'avenir. Ou le Beaufort. Ou le Beaufort, oui. Beaufort, Abondance, enfin il y a d'excellents fromages. Il n'y a pas que le camembert de Normandie. Oui, sauf que les normes européennes ont tué tous les anciens petits fromages qu'il y avait. Et c'est une voie, il va falloir revenir en arrière là aussi. Alors, oui, ça va être le progrès, mais vous avez raison, c'est la négation de tout ce qu'a été la politique agricole commune et la politique française, et c'est malheureusement ça encore le débat aujourd'hui. Si un jour vous lisez un interview croisé dans Terre Sauvage, je ne sais pas si vous arrivez de lire cette revue que je lis, vous ne verrez pas le numéro dernier, mais le numéro précédent, il y a une interview croisée que je vous recommande fortement, parce qu'il y a deux personnes illustres qui font un interview, c'est M. Stéphane Le Foll et Marc Dufumier. Alors, c'est juste pour vous dire que je suis modeste. Et vous verrez que les différents, ils sont là. C'est que, moi je dis que le virage à 90 degrés, pour la France, ne serait-ce qu'en termes monétaires, après, pour la rentabilité, pensez un seul instant que même si notre poudre de lait était compétitive, il ne nous coûterait pas cher, avec les impôts sur la poudre de lait qui nous empêchent d'investir ou de faire des choses comme ça, sachez que ça plombe un pays aussi. Toutes les externalités négatives qui n'apparaissent pas dans le prix de la poudre de lait qu'on essaie d'exporter vers la Chine, ne l'oubliez pas, c'est des dépenses de santé, c'est des dépenses d'impôts qui nous empêchent de faire des investissements qui nous rendraient compétitifs éventuellement dans le monde sur bien d'autres sujets. Je rajouterais des dépenses de dépollution des eaux. Oui, et le coût est énorme. Il y a un rapport excellent du ministère de l'Environnement qui date de novembre 2011. Oui, tout récemment. Et ça nous coûte très cher. Et c'est donc des investissements en moins ailleurs, peut-être dans l'école ou dans d'autres choses. Voilà. Alors, j'ai à peu près répondu. Oui, il y a des agricultures compétitives à grande échelle, c'est pas chez nous, mais elles sont destructrices de l'environnement. C'est-à-dire que même là-bas, il ferait bien de faire autre chose et de ne pas détruire la forêt amazonienne ni l'humus du tchernosium ukrainien, et que chez nous, de l'agriculture à grande échelle, sans les subventions de la PAC, à l'exception de, en ce moment, les céréales, pour des raisons qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas que conjoncturelles, mais faites très attention, ce n'est pas structurel. En ce moment, c'est vrai, les prix des céréales sont très élevés, et les céréaliers qui bénéficient de subventions déjà les plus élevées bénéficient de prix très élevés. Mais n'oubliez pas jusque 2008, nous imposions à ces mêmes céréaliers de mettre des terres en jachère. C'est-à-dire qu'il y avait bien surproduction de céréales, et on a vécu plus que 15 à 20 ans d'obligation pour nos agriculteurs de mettre des terres en jachère pour diminuer l'offre, pour faire remonter les prix. On a mis quand même 15 ans pour que les prix des céréales qui s'effondraient cessent de s'effondrer. Et quand les stocks mondiaux ont été au plus bas, c'est vrai, une sécheresse en Ukraine et une autre en Australie la même année, alors là vous avez des gens, ils ont leur logiciel, parce que ça peut se passer la nuit, qui, au vu du climat et au vu des stocks, commencent à spéculer. Sur les marchés à terme, ces gens ne vont pas en prison. Ils ont des logiciels qui font que dès qu'il y a un incident climatique quelque part et que les stocks mondiaux sont au plus bas, hop, ils achètent du blé sur les marchés à terme. En fait, ils achètent des droits à se faire livrer du blé à terme, c'est-à-dire à telle date, à tel endroit, à tel port et à tel prix. Et s'ils achètent ce droit à se faire livrer à ce prix, à cette date-là, à tel endroit, c'est pas pour se le faire livrer dans l'appartement, la taille ne suffirait pas, c'est pour revendre 2 mois après le même droit à quelqu'un 20% plus cher 2 mois après. Ça fait des taux d'intérêt, un petit profit en 2 mois assez conséquent.
Voilà, ça s'appelle la spéculation. Personne ne va en prison pour ça, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Mais ça vous fait monter les prix à la hausse dans des proportions considérables. Ça peut aussi vous faire baisser les prix à la baisse dans des proportions considérables. Les producteurs de lait le savent. En 2008 aussi, le prix du lait avait monté. En 2009, les producteurs laitiers faisaient la grève contre leur coopérative. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, quelqu'un qui fait la grève contre sa propre entreprise. Bon, ça veut dire que c'est plus sa propre entreprise, mais parce que les prix du lait étaient descendus extrêmement bas. Alors ça, c'est la catastrophe pour tout le monde, et surtout pour les pays pauvres. Donc, il est clair qu'il nous faut à la fois pas se tromper dans les orientations de l'agriculture des différents pays, et savoir quand même stabiliser un peu les prix et lutter contre la spéculation. Et ça, je vous dis tout de suite, la politique agricole commune n'envisage pas de faire ça dans les années qui viennent. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a aussi une rareté des céréales à cause de l'utilisation des céréales et du sucre pour l'éthanol. Et il y a une hausse aussi, évidemment, des céréales et du soja, parce qu'il y a une consommation accrue de consommation animale dans des pays comme la Chine, l'Inde. Vous avez des gens qui ont enfin, j'allais presque dire, accès à un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande. Il y a sûrement des végétariens dans la salle. Hein. Mais sachez que comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale, le fait... Oui, enfin 3 et 10 selon les produits. 3 pour le poulet, 10 c'est peut-être plus quand c'est de l'herbe. Mais ça veut dire que la demande accrue en production animale dans des pays très densément peuplés, de couches qu'on dit moyennes, mais qui sont en fait encore très modestes, mais qui convainquent, ça se traduit par une demande beaucoup plus forte de la production végétale aujourd'hui que la production végétale. Mais ne vous y trompez pas, structurellement, la capacité dans le monde de produire davantage de production végétale, elle existe. Elle n'existe pas chez nous, où on a des rendements à 90 quintaux et des coûts excessifs. Elle existe en Ukraine, elle existe sur toute la mer Noire, Roumanie, elle existe pour la poudre de lait. Vous savez, l'élevage de lait en Tchéquie, en République tchèque, ils ont déjà tous le robot de traite. Hein. Croire un seul instant que nous, et même en Bretagne, si on veut rivaliser avec le prix de la poudre de lait de la République tchèque, ça veut dire, il faut impérativement le robot de traite, il faut absolument que 2 éleveurs laitiers dégagent dans les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire du chômage en plus, hein, et c'est scandaleux, et le type, il sera endetté jusqu'au bout pour payer son robot. C'est de toute évidence pas ça qu'il faut faire. La seule issue, c'est du bon fromage, et pour la Bretagne où il n'y a pas de vraie appellation contrôlée, mais je veux dire, c'est du lait bio. Hein. Là, il n'y a pas d'autre issue. Hein. Pour les Bretons, il n'y a pas d'autre issue pour les éleveurs laitiers que du lait bio. C'est la première voie. Dans d'autres régions qui ont des appellations d'origine contrôlée, on peut s'en sortir comme ça. Mais là, non. Hein. Le lait conventionnel et la poudre de lait. Mais vous savez que vos impôts, pour l'instant, aident à construire une tour de déshydratation de lait à Carhaix. Là où il y a les vieilles charrues. Hein. Mais vous avez la tour de déshydratation. Et c'est nos impôts qui sont en train de subventionner ça. Ce qui est une erreur économique magistrale. Et si vous rajoutez les externalités négatives, il faudra ensuite épurer les eaux, comme on dit tout à l'heure. Alors c'est encore pire.